Bonjour à tous, je me présente, Sylvie Séguin, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal. Bienvenue à cette conférence virtuelle. Sans plus tarder, je cède la parole à notre maître de cérémonie, Éric Prudhomme, directeur général chez Desjardins Entreprises, Ouest de Montréal. Éric? Ouais, merci Sylvie, j'espère que tout le monde va bien. Tu dis maître de cérémonie, mais justement, aujourd'hui, on va essayer de faire ça sans trop de cérémonie, convivial, un peu dans la lignée des conférences d'affaires, hein, Sylvie, Calvin, qu'on a fait dans les dernières années avec M. Cormier, Marie-Claude Boisvert. Donc, on a des gens pas mal intéressants pour vous. Mon premier point, ce serait de vous remercier. Merci à tous les partenaires, aux entrepreneurs surtout qui sont présents en ligne et qui nous accordent vous nous accordez votre confiance, vous nous accordez du temps. Et on pense qu'encore une fois, on a quelque chose de pas mal pertinent pour vous au courant des prochaines minutes comme conférence d'affaires. Vous savez, je pense un secret pour personne, la pandémie nous a bousculés. C'est une crise qui est historique. On va s'en souvenir pour le restant de nos jours. Ça va laisser des traces, ça va donner des opportunités pour l'avenir. Puis justement, c'est sous ce signe-là aujourd'hui qu'on veut faire cette conférence d'affaires-là, le signe de la relance, de l'avenir, de l'espoir, de la passion. Je dis convivial aussi parce que tous les gens qui sont présents et qui animent la conférence, il n'y a personne qui a le monopole de la vérité ou la pensée qu'ils ont la solution absolue. On sait que la pandémie touche des domaines de façon très variable et les gens, tant au niveau personnel qu'affaires, de façon variable. Mais on est là ensemble pour échanger, puis avec nos invités, essayer de trouver justement des façons pour nous lancer vers l'avenir, vers un avenir même peut-être encore meilleur, plus prometteur. Plus prometteur. Moi, je voudrais dire à quel point, ça fait longtemps que Desjardins, on est partenaire de la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal. Ça fait plusieurs années. Puis, je suis encore plus fier que jamais, je dirais, d'être partenaire avec cette Chambre-là. J'ai tellement trouvé que la Chambre de commerce est encore plus pertinente que jamais avec ce qu'on a vécu. Et j'ai regardé comment la Chambre s'est revirée de bord dans la dernière année. C'est exceptionnel. Un peu comme les entrepreneurs, hein? Innovation, résilience, beaucoup d'utilisation de la technologie pour vous informer, pour vous soutenir. Donc, moi, c'est un gros merci à la permanence, Sylvie notamment et ton équipe, et évidemment, notre président que je vais vous présenter. C'est vraiment exceptionnel ce que vous avez fait. Vous avez relevé le défi. Puis là, c'est important qu'on soit encore là pour tout le monde dans un contexte de relance qui est inclusive et durable. Je voudrais en profiter pour aussi saluer deux collègues à moi, directeurs généraux, que sont Pierre Poirier et Stéphane Lavoie, directeur des caisses versant Mont-Royal et Saint-Laurent. Deux amis à moi qui sont aussi très impliqués avec la Chambre, et Pierre-Olivier Brunel, qui est aussi membre du board avec Kelvin à titre de trésorier. Donc, moi, sans plus tarder, je voudrais vous présenter en introduction un ami à moi maintenant, pas seulement partenaire, mais mon ami Kelvin Moe, président de la Chambre de commerce. À toi, Kelvin. Merci, Éric. Merci beaucoup, Éric, pour ton témoignage. Avec ton équipe, on est très heureux, comme tu avais bien témoigné. Tout d'abord, bonjour à vous tous, membres de la Chambre et tous les acteurs économiques chez nous. J'aimerais remercier Éric Prudhomme et son équipe pour l'organisation de cette conférence. Nous sommes très heureux de recevoir M. Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président service d'entreprise du mouvement Desjardins. Permettez-moi de remercier également nos partenaires annuels qui sont Arrondissement Saint-Laurent, Ville Mont-Royal, Laverie l'avocat et particulièrement Desjardins. Comme vous savez, pour les moments difficiles, Desjardins sont présents auprès des entrepreneurs pour ces mois difficiles. Ils ont diminué les assurances automobiles parce qu'on utilise moins des autos. Ils ont aidé des petites PME pour avoir des fonds de roulement. Ça nous touche énormément de voir Desjardins qui sont près des entrepreneurs. Lâche pas, vous avez très près des entrepreneurs. Nous voulons vous remercier au nom de la Chambre.
J'aimerais également souligner les présents de plusieurs caisses là, qui sont présents de l'Ouest, de l'Est, de partout. Toutes les DG, toutes les CDE sont là justement d'accès à ce genre d'échange avec les entrepreneurs, M. Durand et aussi Mme Judith Fraser, justement, comprendre davantage. On bâtit un monde meilleur en échangeant des informations, permettre de construire un futur beaucoup meilleur entre nous. Ça fait que merci beaucoup pour votre présence et bonne conférence à tous. Sans retarder, je redonne la parole à Eric pour qu'il anime cette conférence intéressante. Ben, je ne sais pas bien long, je vais juste vous expliquer un peu le déroulement. C'est très, très simple. Au cours du prochain 40 minutes, on va avoir à peu près un 10 minutes, c'est approximatif, où notre conférencier invité va nous présenter un peu justement là, sa vision des choses dans ce qui s'est passé, mais surtout vers l'avenir, vers le plan de relance durable, puis qu'est-ce que Desjardins est en mesure de faire avec les différents partenaires. Je pense que ça va être une histoire de solidarité. Hein, ça va prendre l'épaule à la roue de tout le monde. Donc ça va être la première partie. Puis ensuite, un échange super intéressant que notre conférencier va animer avec 2 entrepreneurs de notre super belle région, qui est un moteur économique, un poumon de Montréal. Et on va les entendre justement sur les défis qu'ils ont vécus et qu'ils continuent de vivre et les solutions et opportunités. Et c'est ça le but, de façon très conviviale, d'inspirer les gens de passer à l'action. Donc, je vous avais dit tantôt, un peu dans la ligne des conférences qu'on a faites dans les dernières années, les grandes conférences d'affaires, on était présentiel, il y avait quasiment 400 personnes. Vous avez rencontré M. Cormier, Marie-Claude Boisvert, puis souvent, le commentaire qui me revenait, c'est « Mon Dieu, ils sont tellement humains, faciles d'approche. » Vous allez voir, on ne change pas, on est encore là-dedans. Notre conférencier invité, qui est premier vice-président entreprise du Mouvement Desjardins depuis maintenant quelques mois, a une feuille de route vraiment splendide chez Desjardins. Il est arrivé en 2010, ça va quand même vite, hein, Jean-Yves, en 2010, son arrivée. Au niveau académique, je vais rapidement, là, je veux simplement vous dire qu'il y a un MBA à l'Université McGill, mais c'est quelqu'un, moi, ce que je remarque là, au-delà de tout son talent académique, son bagage financier, d'une grande expérience, c'est quelqu'un qui a géré le marché des capitaux chez Desjardins pendant plusieurs années. Moi, c'est son engagement envers la communauté, puis envers les entrepreneurs, notamment les jeunes entrepreneurs. Vous savez, Jean-Yves Bourgeois, c'est quelqu'un qui, évidemment, il a une job plus qu'à temps plein. Il est pas mal occupé, 2500 employés là, sous sa charge. Vous pensez là, tout le commerce international, Desjardins Capital, tout le réseau des CDA au niveau entreprise, petites, moyennes et grandes entreprises. Vous avez imaginé les responsabilités énormes qu'il a. Bien, il prend le temps quand même de participer à un paquet de causes. Je pense entre autres à la Rue des Femmes, je pense à la Croix-Rouge, je pense au Conseil de Montréal des relations internationales, le CORIM. Puis, même sur le board des Grands Ballets canadiens, c'est un amoureux d'art en même temps. Puis moi, une des choses qui m'a le plus impressionné des dernières années, c'est que pendant plusieurs années, puis je pense encore à Jean-Yves, il s'occupait de adopting. Dans le fond, il adoptait des jeunes entrepreneurs pour les mentorer et les aider dans leur expérience là, et s'assurer que leur croissance d'entreprise se passe bien. Donc, moi, sans plus tarder, je vais vous présenter notre grand leader du secteur entreprise, autant au Québec, en Ontario, dans le reste du Canada, M. Jean-Yves Bourgeois. À toi la parole, Jean-Yves. Merci, Éric. Des fois, on dit c'est plus difficile de suivre quelqu'un qui est très éloquent en termes d'orateur. Mais je pense que c'est plus difficile de suivre quelqu'un qui nous décrit comme Éric vient de nous décrire. J'espère juste d'être à la hauteur, disons. Quand on met la barre haute comme ça. N'est pas inquiet, Jean-Yves. C'est ça, il faut toujours suivre. Mais merci pour cette introduction. Merci à la Chambre de commerce Saint-Laurent-Mont-Royal pour cette belle opportunité. Je pense qu'on va avoir des bonnes discussions, des bons échanges avec nos 2 entrepreneurs invités. Je reviens sur le contexte. Éric le disait tout à l'heure. Une année, dernier 12 mois, peut-être pas très normal. Je dis ça avec le sourire parce qu'on ne sait plus comment le décrire, ce dernier 12 mois-là. Une pandémie, on n'en a jamais vécu. On espère que nos enfants ou la prochaine génération ne vivra pas trop, quoiqu'on a peut-être nos doutes là-dessus. Un ajustement dans les façons de faire au niveau organisation du travail.
un genre de réorganisation des chaînes d'approvisionnement, une fermeture dans certains cas du commerce international. Bref, évidemment, avec le confinement des secteurs plus touchés que d'autres, il y en a qui en ont profité, il y en a d'autres qui en ont été vraiment les plus grandes victimes. À travers tout ça, il y a des entrepreneurs qui se sont réinventés puis qui ont essayé de faire la différence, puis de continuer à faire marcher l'économie. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand je regarde les 12 derniers mois, je pense que la fierté qu'on a d'être dans le monde des affaires, mais des Québécois, je dis souvent qu'il y a une résilience des Québécois. Je ne parlerai pas du village des Gaulois. Là, historiquement, on s'est toujours décrit comme le village gaulois de l'Amérique du Nord, même du monde. Mais notre résilience a toujours continué à percer, à avancer, à ne pas se laisser décourager. C'est ce qui a porté l'économie québécoise, canadienne aussi, mais québécoise en particulier dans les derniers 12 mois. Puis je pense que c'est important de voir, on va parler de la relance, une relance durable. On l'espère. Là. Je pense qu'il y a des éléments de la relance là, à certains niveaux du tissu économique québécois qui sont très forts, très porteurs. Mais on aime ça voir que la relance, on l'a vécu en tant qu'entrepreneur. On l'a vécu dans un contexte de dynamisme inné chez les entrepreneurs puis dans l'économie québécoise. Puis ça nous a permis de ne pas juste s'en faire avec ce qui était pour arriver dans les 12, 24, 36 mois, mais de dire, il y a une opportunité de se relancer, on va le faire, puis on va essayer faire profiter le plus de gens possible. Ce que j'ai couvert chez Desjardins, puis dans les 12 derniers mois, évidemment, on a pris toutes sortes de mesures pour stimuler faciliter la vie des commerces, des entrepreneurs pour passer au travers cette période-là. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'entraide qui s'est créée, les réseaux qui se sont développés avec les entreprises, que ce soit des entreprises qui sont vraiment occupées de leurs fournisseurs en amont, essayer de voir comment on peut s'entraider pour s'assurer que la chaîne d'approvisionnement n'est pas nécessairement brisée, mais aussi en aval, on va plus loin, puis on va taper dans nos tapis, mais on va puiser dans nos réseaux pour s'assurer que nos biens, nos réseaux de distribution, nos gens en aval continuent d'évoluer puis de prendre leur place dans une nouvelle économie. Puis je pense que c'est ce qui fait la force des Québécois. Je pense que notre résilience puis notre capacité de se réinventer est définitivement une des choses qui ressort des 12 derniers mois. Si je regarde ça dans un contexte macro, évidemment, il y a toutes sortes on s'attend à ce que la relance ait des impacts positifs à bien des niveaux. On le voit, là, on va parler tout à l'heure, peut-être le secteur de transformation primaire, la construction. Il y a certains secteurs agroalimentaires, peut-être même des secteurs un petit peu plus... c'est comme l'hôtellerie, des secteurs de services là, qui ont été durement touchés, mais qui vont reprendre. J'ai l'impression qu'il y a une certaine tendance qui va s'établir dans le futur, qu'on va falloir se réajuster une nouvelle réalité. Mais je pense que tout le monde va en bénéficier. Je pense que je retiens dans ce que je vois présentement versus où on était peut-être au mois de juin, au mois de septembre, octobre, c'est que les entreprises, beaucoup ont été affectées. C'est sûr qu'il y a un impact important. Beaucoup ont été affectés. Il y a eu plein de bonnes mesures gouvernementales pour supporter les entrepreneurs. Mais je pense que les entreprises sont là pour rester et on attend les prochaines opportunités où on regarde en avant de façon extrêmement positive et constructive le dynamisme qui se réinstalle. Et je pense qu'on garde un cycle de croissance qui va s'étendre sur quelques années encore dans tous les secteurs qui portent l'économie québécoise. Là. Je parlais de l'agroalimentaire, la transformation primaire, le secteur de la construction, les services. On va être là, ça va revenir, puis on va se réintégrer dans une croissance peut-être un petit peu plus robuste au début, mais qui va durer pour les 4-5 prochaines années, versus le sentiment de certaines personnes qui disent bah, c'est juste une croissance parce que les gens sont tannés d'être confinés, ils vont se lancer dans plein de projets, puis ça va réduire dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années. Je pense qu'en général, quand on regarde la façon dont la croissance se structure présentement, c'est une croissance durable, ce ne sera pas une croissance éphémère. Donc, on peut prendre force de ce constat-là et s'assurer qu'on positionne en tant qu'entrepreneur ou même institution financière, on positionne nos actions dans les prochains mois comme étant des actions durables, pas juste des actions
dans une phase de transition économique. Donc, voici donc le thème aujourd'hui, vous l'avez, Éric l'a dit, et je vous le répète, là, ça va être sur les défis et opportunités des entreprises dans un contexte de relance durable. Évidemment, il y a plein de défis. On parle des défis de main-d'œuvre, de ressources, de matières premières, la rareté des deux. Mais clairement, il y a des opportunités qui sont absolument fantastiques. Puis il faut prendre notre place puis manœuvrer parmi ces défis-là pour continuer à croire. Donc, je vais arrêter de parler de ce que je crois. Je pense que vous voulez, c'est la richesse du dialogue qu'on va avoir avec nos deux entrepreneurs. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Je vais essayer de faire ça rapidement, parce que je pense qu'on veut vraiment avoir un bon échange. Donc, on commence avec Judith Fetzer, qui est présidente et cofondatrice de Cookit. Cookit, qui est la toute première entreprise de prêt à cuisiner au Canada. Je pense que la mission de Judith, que vous êtes donnée, puis quand je la lisais, la mission, je trouvais ça tellement bon comme mission. On veut enlever la pression mentale ou la charge de travail reliée à la pression que les gens sentent dans la planification des repas, puis dégager ce temps-là, cette pression-là, de donner aux gens plus de liberté. Je trouve ça déjà quand même assez noble comme objectif, mais surtout aussi d'essayer de réduire le gaspillage alimentaire en étant capable de créer une offre qui va mieux cibler les vrais besoins des gens versus ce que les gens se font rapidement à la sauvette. On s'imagine là, au supermarché ramasser 4, 5, 6, 7 morceaux, on cuisine rapidement, on en a fait trop, on n'a pas fait assez, on en perd la moitié. Donc, je trouve que c'est une mission hyper noble, hyper intéressante. Évidemment, précurseur dans le domaine de l'alimentation. Éric parlait d'adopting tantôt. J'ai suivi plusieurs lignées d'adopteurs dont tu as, Judith, eu le privilège et le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Alain Couche-Tard Alain Bouchard de Couche-Tard, pardon. Je suis en train de le renommer. Donc, tu as pu profiter du programme Adapting. Mais ça a juste été une étape parce que je vois après ça les acquisitions que tu as faites, Miss Fresh, Christo, vous êtes rendu à 700 employés, bien établis à Saint-Laurent. Je pense là, on me dit Cookit s'est placé au 5e rang des entreprises canadiennes offrant la meilleure expérience en ligne du palmarès Wow 2020. Meilleure expérience en ligne. On se le dit, là, depuis 12 mois, tout le monde est en ligne. C'est notre principal médium de consommation. Donc, Cookit, c'est vraiment bien positionné à ce niveau-là. Puis, tu as aussi reçu le prix de l'entrepreneur féminine de l'année par Canadian Business. Donc, félicitations, je trouve que c'est un parcours super. Là. Je ne serai pas comme Éric, j'espère que je n'en ai pas trop dit, mais super parcours. J'ai hâte de t'entendre dans notre échange. Donc, bienvenue, Judith. Merci, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. Puis notre deuxième invité, et non le moindre, puis là, vraiment 2 secteurs différents. Là, on va passer dans un secteur plus au niveau de la construction ou des matériaux dans la transformation, pas primaire, mais de la construction. Je dirais ça, construction, Yves. Donc, formé en 1978, tu disais tout à l'heure dans la conversation, tu es la 2e génération. Donc, 78 par ton père, surtout spécialisé dans les attaches mécaniques et les outils de rivetage. Je pense qu'il y a eu des connexions qui sont faites avec des entreprises de l'Ontario qui vous ont amené à considérer la complémentarité des attaches et des adhésifs. Puis ce genre de relation-là a créé Adfast dans la fin des années 90, suivant la fusion de 2 entreprises. Maintenant, vous spécialisez dans le développement de nouveaux produits qui réduisent le risque sur la santé des employés et des utilisateurs d'adhésifs et de produits d'attache mécanique et de rivetage pour les gens qui se demandent Adfast Adhesive Fasteners, donc justement qui revient prendre les 2 concepts que je viens de mentionner. Adfast a 3 usines à Saint-Laurent. Génial, vraiment un bon partenaire pour la région. Et 8 centres de distribution en Amérique du Nord. Dessert une clientèle très diversifiée de fabricants et de contracteurs. On va en reparler tout à l'heure. Adfast a aussi remporté récemment le prix Mercador pour son leadership à l'exportation pour la région. Donc, encore une fois, très beau secteur, très belle histoire, très belle entreprise. Bonjour Yves et merci d'avoir accepté l'invitation de discuter avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur. Bonjour.
Monsieur Bourgeois, Jean-Yves, s'il vous plaît. On peut-tu dire qu'on va se tutoyer? C'est si vous me le permettez. Oui, monsieur Dandurand, oui, madame Fazer, on peut se tutoyer. Donc, débutons d'emblée. Puis je commencerai avec toi, Judith. Là. Je pense qu'on avait discuté dans notre échange préalable. Là. On a parlé de la résilience du système alimentaire. On sait qu'en temps de crise, il y a quelque chose qui change. Il y a des industries qui ne changent pas. Là, on parlerait de l'industrie pharmaceutique. L'alimentation ne change pas. Mais quand même, la crise a eu un impact sur Cookit. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas de la façon que tu l'anticipais, si je me fie aux commentaires qu'on a eu lors de notre dernière discussion. Mais si tu avais regardé en arrière dans les 12 derniers mois, c'est quoi le challenge qui t'a surpris le plus dans ce qui nous a frappé avec la pandémie? Écoute, ça a été un challenge après l'autre. Nous, justement, on venait de compléter l'acquisition de Miss Fresh. Donc, on venait tout juste d'arriver dans le quartier Ville-Saint-Laurent, une belle usine de 34 000 pieds carrés sur la rue Griffith. Donc, on partait de notre Saint-Michel un peu natal, où ça faisait plusieurs années qu'on était là, qu'on était super impliqués dans la communauté avec tous les organismes municipaux et tout. Et là, on arrive un peu catapulté dans Ville-Saint-Laurent, un quartier qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, on fait l'acquisition de Miss Fresh le 9 décembre 2019. On a un plan d'intégration 100 jours. Ça nous amène au 10 mars. Et là, donc, nous, en déménageant, on a quasiment perdu toute notre main-d'œuvre. Puis, je le vois déjà dans les commentaires, le Nicolas qui parle de main-d'œuvre. Je pense que ça va être une grosse thématique aujourd'hui. Puis je pense que les entrepreneurs du quartier ont beaucoup de questions sur ça. Mais nous, on arrive dans ce quartier-là. C'est ça, fait qu'on a perdu toute notre main-d'œuvre. Et là, on fait le plan d'intégration. Donc, pour faciliter ce changement-là, ce déménagement-là, on avait baissé tout ce qui était marketing et tout. Et là, le 10 mars, on recommence à faire du gros marketing parce qu'on a fait le plan d'intégration, c'est fait. On utilise la base de données de Miss Fresh, qui était une grosse partie de l'acquisition aussi qu'on faisait. Et le 13 mars, la pandémie éclate. Tous les gens se tournent simultanément vers le commerce en ligne. Nous, quand on a lancé Cookit, on était à 3-4 en alimentation des dollars qui étaient dépensés en commerce électronique. Et là, 5 ans plus tard, on était à peu près à 5, 6, 7 Et ça, même si d'autres gros joueurs, il y avait Cookit, il y a nos compétiteurs directs, Good Food et Look Fresh, plein d'autres startups, Evive, Outbox, Métro a fait des investissements majeurs. Donc, beaucoup d'entreprises se sont tournées vers le en ligne, mais les consommateurs n'étaient pas tout à fait là encore. Il y avait une grosse résistance au changement. Et là, la pandémie, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient accélérer. Donc, nous, on savait que ça s'en est là, à du 20-22 des dollars qui seraient dépensés en ligne, mais la pandémie a accéléré tout ça. On parle de 5 ans d'accélération que cette pandémie elle aura causé. Et là, justement, on se ramasse dans un contexte complètement débile où ce qu'on a dû engager à peu près 700 personnes dans l'espace de... je dis 700 parce qu'au net, il y en avait peut-être 200-300 qui sont restés, là, mais en l'espace de 2-3 semaines, on a engagé 700 personnes. Ce fut complètement débile, vraiment. Puis le plus beau dans tout ça, c'est qu'on a réussi un peu ce tour de force-là grâce à vraiment le travail de toute l'équipe, et que ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les consommateurs qui, eux, sont restés ultra satisfaits quand même. Fait que ce fut une période un peu folle. Là, on s'enligne vers... Cookit, dans la dernière année, ça a été encore aussi fou, puis avec plein de beaux projets qui s'en viennent. Fait que c'est vraiment une période très excitante de l'histoire de Cookit, où on devient comme... On est sorti de la maternelle pour rentrer comme au primaire. C'est un peu comme ça que je vois ça. De la façon que je l'entends, tu es sorti de la maternelle pour aller directement à l'université. Ça a été tellement vite. Ça a été tellement vite. Puis le contexte a fait que la demande pour les produits de Cookit a augmenté de façon importante. Puis là, tu as eu l'enjeu. Oui, c'est ça, mais on a quand même réussi. Puis ça, j'aime quand même vraiment bien le préciser à toutes les fois, c'est que depuis 2014, depuis le lancement, on avait quand même réussi à tripler Cookit à chaque année. Donc, la croissance est restée, la courbe de croissance est restée la même. C'est juste que maintenant, les chiffres d'aujourd'hui sont plus gros à tripler que notre 92 000 de chiffre d'affaires de la première année. C'est pas un même job, mettons. Entendu, bien entendu. Si je pense à Yves, puis j'ai oublié de dire, là, Yves, qui est président, évidemment, d'Adfast, j'avais oublié de le dire dans mon introduction de Yves, pardonne-moi, mon cher. Toi,
dans le contexte de la pandémie. Là, je regarde le type de produits que vous produisez, que vous vendez, là, des adhésifs là, pour la construction, des attaches mécaniques, peut-être même pour du textile ou d'autres produits de transformation primaire. Ça a été quoi l'impact au début de la pandémie sur vos opérations? A-t-il fallu que tu te rajustes là, dramatiquement? Ça a été quoi la vague qui a emporté Adfas dans les premiers mois? On s'entend qu'au mois de mars, là, quand tout est arrêté, au mois de mars-avril, là, nous, ça ne se mange pas, qu'est-ce qu'on fabrique. Là. Fait que quand les usines ont arrêté et les chantiers de construction ont fermé, là, on avait tous nos employés, pas de revenus pratiquement. Le gouvernement nous a sélectionnés comme produits indispensables, essentiels. Et parce qu'on fabriquait des salons qui allaient ces ambulances, un paquet d'industries, mais c'était quelques clients qui restaient ouverts, qui demandaient. Fait que le chiffre d'affaires tombe de 80 et puis tu as toutes tes dépenses. Et puis on voyait tout le monde commencer à. Aux nouvelles, la seule chose que tu entendais, c'est qu'il y a du monde qui meurt, c'est des COVID, tu sais pas. C'est une catastrophe, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas avec tout ça. Fait que, on était dans une crise. On s'était préparé pour une récession. Ça faisait 3 ans qu'on se préparait pour une récession. Fait qu'on avait des liquidités de sécurité. Fait que ça, c'était correct. Mais on fait quoi avec notre temps? On ne veut pas renvoyer notre monde. Fait que, il y a un monsieur dans les labos qui a dit désinfectant pour les mains, il en manque. On a pris toute l'équipe d'automatisation, les chimistes, tout le monde. Puis, ils ont travaillé formulation, soumis ça à Santé Canada. On travaillait 7 jours 24. Je vous dis, là, 7 jours 24, là, on a fait ce qui, normalement, va prendre 1 an. On l'a fait 1 mois et demi. Vraiment, là, c'est ça. Là. C'est pas exagéré. Là. C'est sûr qu'après ça, là, il était temps que ça relaxe là, parce qu'on commençait à saillir toute la gang. Là, c'était pas... L'atmosphère était intense. Mais on a commencé à livrer des milliers de litres de désinfectants. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas une surproduction. Là, aujourd'hui, il y en a plus que qu'est-ce que le monde en a besoin. Mais là, il en manquait. Fait que ça a mobilisé toute la gang. On avait plus qu'une business, là, parce qu'on a fait ça à nos coûtants. Puis quand on regarde aujourd'hui, ce n'est pas à nos coûtants, là. La ligne de production, tout ça. On avait des équipements qu'on a pris, qu'on avait déjà, puis on a fait venir d'autres. On a investi. Mais l'impact de ça, aujourd'hui, je le regarde là, avec un recul, ça l'a tellement mobilisé tout le monde ensemble qu'après ça, on était embarqués quand ça a réouvert, go, 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 go. On était déjà, nous autres, dans l'adrénaline, 100%, go, 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 c'est le fun. Puis, ça fait longtemps qu'on entretient des relations de partenariat avec nos fournisseurs. On n'a jamais écorché, étouffé tout le monde, il faut qu'il fasse de l'argent. Mais dans la pénurie, où tout le monde manque de matière, nous autres, là, étrangement, à travers la planète, on a les fournisseurs de matières premières, c'est les plus gros mondes. Nous, on n'est pas en allocation. Nous, on nous fournit. On n'a pas manqué, puis on est à 130 d'impôt. Ben 130 30 d'augmentation. Nos lignes n'ont pas arrêté. Fait que la mobilisation des gens à l'interne, la solidité de nos relations, puis bon payeur en plus, tout ça ensemble fait qu'on est chanceux, on est gâtés, on fait notre chance, là. Mais il y a un élément de chance. Il ne faut pas être arrogant. Là. Je vais vous revenir à vous, M. Bourgeois. Je ne veux pas, quand je parle, non, mais arrêtez-moi. Non, mais c'est ça. Vous êtes 2 entrepreneurs passionnés. Puis j'aime ça que les gens sentent la passion, là, puis ce qui vous anime. Et tu as dit un point important, on va revenir. Là, on l'a fait sa chance aussi. C'est une expression que tout le monde, des fois, disent d'emblée, mais qui ne comprennent pas vraiment le sens. Là, mais il faut vraiment la faire sa chance. Mais je reviens au point que tu as dit, Yves, puis je vais revenir à Judith, puis je vais revenir à toi, Yves. Dans la crise qu'on a vécue, là, clairement, on s'est ajusté. Il y a des choses qu'on a apprises. On a fait les choses différemment. Il y a certaines leçons qu'on a tirées de cette crise-là. Puis quand on regarde vers l'avant, on se dit, ça, là, il faut continuer à le faire comme ça. Il ne faut pas oublier ça. Là, ça peut être une question existentielle. Des fois, si on le veut, ça peut être une question de posture personnelle ou ça peut être quelque chose de très technique ou de très, très procédural. Mais Judith, si tu avais regardé ce que tu as vécu dans les 12 derniers mois, puis tu as vraiment t'as bâti une belle entreprise, des belles acquisitions, comme tu disais, tu avais déjà commencé, tu avais déjà une croissance importante.
la pandémie est arrivée là avec tous les effets que ça a eu, positifs et négatifs. Là, on ressort de là, puis clairement, on s'en va d'une relance. Là, y a-tu des apprentissages que tu dis, wow, dans les 12 derniers mois, là, ça m'a permis de prendre du recul? Ben, ça se compte en termes de centaines d'apprentissages, j'ai l'impression, que j'ai fait dans cette dernière année-là. Pour moi, cette dernière année-là, ça a vraiment été la période où j'ai le plus grandi de toute ma vie, là, dans ma carrière professionnelle, dans ma vie personnelle aussi. Ça a été un temps aussi de me focusser comme sur l'essentiel. Moi, je suis un peu une fille qui papillonne un peu partout. Là, puis avant, avec toutes les distractions de la vie, on le sait, quand on est dans l'entrepreneuriat, moi, au début, je me bâtissais un réseau, fait que j'étais tout le temps dans des 5 à 7, dans du réseautage, dans des lunchs, Puis là, dans la dernière année, il a fallu que vraiment je me concentre sur l'essentiel. Puis, des heures, on n'en a-tu pas fait dans cette pandémie-là, tabarouette, genre comme ça, cette réflexion du monde du travail, comme, honnêtement, on va tout péter aux frettes, là, à travailler 16 heures par jour, comme on le fait, parce que c'est un son de cloche que quand je parle aux gens, je l'entends. Là. Fait que ça, là, comme ça, il faut se le mettre dans notre liste de choses à réfléchir pour le futur. Mais dans les choses, des apprentissages que moi j'ai eus, il y en a plein. Là. De un, ça a été pour la première fois, Cookit avait comme été capable, avec la belle gang qu'on avait, de se retourner un peu vers nos valeurs puis dire quel genre d'entreprise on a envie d'être, quel genre d'entreprise on a le goût de, on a le goût d'opérer. Puis ça, je pense que ça a eu une belle grosse conséquence sur tout, justement, sur notre réseau de partenaires, sur nos employés, de garder le fun, même, dans un contexte de pandémie, je parle beaucoup justement de cette notion-là d'employeur et tout. Puis un son de cloche que j'entends beaucoup, c'est que justement les gens qui sont en télétravail sont comme juste en télétravail. Puis ça, moi, je pense que c'est une perte quand même. C'est important le contact physique. Puis j'espère que les entrepreneurs et les patrons vont le comprendre assez rapidement parce que moi, mes amis puis mes collègues que j'entends qui sont pognés à la maison depuis la dernière année, ils en souffrent quand même. Puis Cookit, je pense qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu là-dessus en se voyant quand même, en allant prendre des marches à 4 mètres de distance, mais en le faisant quand même, puis en gardant cette petite touche humaine-là, qui est quand même importante dans la relation d'employeur. Je pense que quand je repense à me recentrer sur mes valeurs puis sur les valeurs de Cookit, les valeurs de l'entrepreneur sont souvent très proches de la business, d'encourager l'industrie locale. Pour nous, ça a été gros aussi, là, justement, de se produire encore plus nos calendriers sur les ingrédients qu'on voit, d'encourager des belles entreprises québécoises d'ici, dont certaines dans les médias aujourd'hui. Et donc, de bâtir vraiment un écosystème, puis ça, je pense que c'est le fait de justement se recentrer, puis aussi que tout le monde travaille 16 heures par jour, ça fait en sorte que tu fais des plus grandes choses. Là. Fait que ça, je pense que c'en est une. Quand on parle de main-d'œuvre, de justement comprendre, nous, au début de la pandémie, comme tout le monde, on a donné 2 piastres de plus de l'heure à tous nos employés qui venaient travailler comme commis de production. Mais on ne l'a jamais enlevé, ces 2 piastres-là. Parce que pour nous, c'était comme une claque d'en face. De un, on venait de perdre comme 250 employés. Là, fait on s'est vraiment remis en question puis on s'est dit, OK, mais on est un peu nul à chier comme employeur pour nos commis de production. Fait que la moindre des choses, ça serait de leur donner des conditions de travail plus que décentes. Fait que, on n'est pas encore où ce qu'on veut être, mettons, dans 3-4 ans, mais il y a déjà un bon step qui a été pris. Fait que, des apprentissages que moi, j'ai eus durant cette pandémie-là, c'est complètement fou. Puis, je suis vraiment reconnaissante, c'est con à dire, là. Puis, c'est pas à cause que ça a venu augmenter le commerce en ligne, puis oui, là, entre autres, là, mais c'est surtout parce que, en tant que personne, à travers cette pandémie-là, j'ai grandi comme si j'avais fait 10 ans, tu sais. Comme tu disais, le step de la maternelle à l'université, mais dans tous les sens du mot, là, je pense que tout le monde en a profité pour grandir beaucoup. Puis ce que tu dis, c'est que ton expérience personnelle, puis aussi, je trouve ça le fun parce qu'on a souvent, on le sait, comme ton point est extrêmement bon, on a travaillé tous comme des fous. Là, on a la ligne entre le travail et la maison, il n'y en avait plus. Puis je pense que cette reconnaissance-là qu'on donne, que tu donnes, là, que tu viens d'expliquer à tes employés, ça fait partie je pense que ça fait partie de quelque chose qui va demeurer parce que là, les employés se sentent de plus en plus
ceux qui ont gardé leur emploi puis qui ont su croître avec leur employeur se sentent de plus en plus privilégiés. Puis je pense qu'il s'est développé un sentiment d'appartenance assez profond dans la dernière année en lien avec la pandémie. Fait que je trouve ça hyper intéressant comme commentaire, Judith. Yves, si je me retourne vers toi, évidemment, la même question. Tu en as déjà parlé un peu, là, tu fais ta propre chance, puis vous avez fait attention à vos fournisseurs, puis vous êtes regroupés en termes d'équipe avec un plus gros focus, puis une meilleure cohésion avec les gens. Mais si tu regardes en avant, là, la plus grande leçon de cette pandémie-là, ou ce qui en ressort le plus fort pour toi et tes équipes, de ton côté, que ça a l'air de quoi? Je suis accompagné dans l'histoire, Judith. Je suis désolé, j'ai de la misère à switcher dans mes affaires. Merci de la question. Non, mais vas-y. Je ne sais pas, moi, je le sais puis je ne le sais pas parce que ça dépasse un peu ma capacité de saisir tout ce qui s'est passé dans les derniers 12 mois, là, 14 mois. Une des choses, par contre, qu'on s'est dit, la gang ici, c'est qu'au-delà du BAYA, au-delà des augmentations de vente et tout ça, on s'est senti en mission. Les Anglais disent the purpose, que c'est plus que le BAYA, puis les records, puis ci, puis ça. On était en mission, là. Puis ça, on s'est aperçu que dans le modèle d'affaires d'Adfast, il y a des éléments qui dépassent justement. Il faut absolument être rentable, là, puis garder notre endettement le plus bas possible, puis avoir des liquidités de sécurité, puis ça, c'est fondamental. Mais si c'est juste des chiffres, tu ne peux pas y chercher toute la gang, c'est impossible. Tu vas peut-être aller chercher les actionnaires qui ont investi. Puis l'autre affaire aussi, c'est que dans le concept, on parle de technologie, puis c'est le fun. Là. Quand tu embarques, justement, Judith parlait du commerce en ligne. Puis ça, c'est quelque chose, hein? Quand tu es rendu contre Amazon, puis toi, les pandémies, ça ne t'affecte pas parce que tu as modelé toute ton organisation de sorte que c'est le fun, ça, c'est du succès. Mais en même temps, il faut se poser des questions. En tout cas, moi, on se pose des questions, nous autres, puis je sais que c'est la même chose, Judith, avec son équipe. On fait tout ça pourquoi? Tu sais, on fait tout ça pourquoi? Est-ce qu'on fait ça? OK, un actionnaire, l'argent, les profits. La compagnie d'entreprise, elle, la partie qui est réservée aux liquidités de sécurité, la partie qui est redistribuée aux actionnaires, la partie qui s'en va aux employés, les salaires qui sont payés, les avantages sociaux qui sont payés, l'argent, là, elle s'en va où, juste? Fait que tu as besoin de garder ta solidité financière parce que sinon, tu n'es pas capable de réinvestir. Si tu ne réinvestis pas, tu as beau avoir des ambitions extraordinaires, mais si tu n'as pas les moyens. Fait que moi, je pense que dans la discussion plus large, on veut s'assurer, parce que vous avez mentionné dans votre titre durable. Si je reviens au durable, là, puis on y réfléchit là, à bien des niveaux, durable pour nous autres, là, c'est que on est capable de rencontrer les attentes des générations d'aujourd'hui, mais sans compromettre les attentes des générations futures. Moi, j'ai une petite fille, j'ai ma fille, j'ai future. Fait que si on est capable d'éliminer les déséquilibres entre l'homme et la femme, de partager la richesse, mais là, c'est le fun d'embarquer dans les technologies, puis grossir, puis acquérir, puis... Mais si tout ça sert juste à remplir quelques poches, bien là, la mission, tu la perds. Puis si tu perds ta mission, tu n'es pas capable de mobiliser 100, 200, 500 personnes. Tu vas les mobiliser peut-être temporairement, mais pas pour en faire une histoire québécoise qui va dépasser le temps, qui va survivre le temps. On va arrêter là-dessus parce que, encore là, vous dites, monsieur, arrêtez-moi. Non, mais c'est bon. Mais tu m'amènes à mon prochain sujet, Yves, puis je trouve ça intéressant parce que clairement, là, je m'en allais sur la relance durable, là, je voulais faire 2 points. Et tu sais, ce que tu amènes, là, ce que tu amènes comme point, puis ce que les gens ont commencé à penser différemment, puis moi, je le sens là, avec la multitude d'entreprises et d'entrepreneurs avec qui je discute. Tu as parlé de comment tu redistribues la richesse. Puis là,
souvent, tu entends parler des actionnaires, mais là, on entend de plus en plus parler depuis l'été passé des parties prenantes, les stakeholders. Puis dans les parties prenantes, ben, tu as les employés, tu as les actionnaires, puis tu as la communauté ou la société dans laquelle Puis moi, c'est drôle que tu dis ça, puis là, on arrive au point, là, parce que quand on parlait de la relance durable, il y a deux significations à ça, puis tu as volé un peu mon punch, mais c'est parfait, c'est bien correct. Désolé. C'est comment on évolue comme société, puis comme entreprise ou entrepreneur dans votre cas, dans une relance qui est durable. Puis là, je veux avoir votre perspective sur ce que vous pensez que dans vos industries respectives, dans vos secteurs respectifs, comment vous voyez la relance durer dans le temps, donc le caractère durable de longévité. Ça, j'aimerais vous entendre, puis je vais arriver à toi, Judith, avec ça. Puis dans le même souffle, adressons ce que tu viens de mentionner, Yves, parce que moi, tu sais, chez Desjardins, on a pris une tangente forte dans le développement durable. On a vraiment décidé d'inclure des éléments de diversité et d'inclusion dans des jardins. La protection de l'environnement, ça fait partie maintenant de nos principes qui nous guident dans nos décisions d'investissement, de financement. On a pris toutes sortes de mesures. Donc, tout ce qui est durable, on y croit, on fonce dedans. Mais je serais curieux de vous écouter. Donc, relance durable, longévité, mais relance durable dans le contexte de ce que tu as dit, Yves. Puis déjà, Judith, on a une idée de comment tu le vis, parce que déjà dans ta mission, c'était justement de réduire le gaspillage, d'être un petit peu plus éco, tout ça. Comment tu le vois, ce côté de développement durable dans ton entreprise? C'est plusieurs questions que je vais essayer de... Fait que la première question, côté développement durable, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, c'est essentiel de faire de la business en réfléchissant vraiment à toutes ces parties prenantes-là. On est une personne morale qui évolue dans une vie très, très présente. Donc, tu sais, puis... Pour moi, je pense que ça a été toujours un petit peu ma plus grande force, c'est de tellement écouter les autres, toutes ces parties prenantes-là, puis d'essayer de tout le temps peaufiner le business model pour arriver à une solution. Nous, on appelle ça souvent la quête, mais pas souvent, on appelle ça tout le temps la quête du produit parfait. Il y a Cookit il y a 5 ans, il y a Cookit aujourd'hui, il y a Cookit dans 5 ans. Et comment on arrive justement pour faire cette quête du produit parfait-là? Quand on parle de gaspillage alimentaire, on le sait, là, au Canada, on n'est pas top dans ce domaine-là. C'est 30 %, même 35 % quasiment dans les dernières études qu'on voit de produits périssables et non périssables qui se ramassent aux poubelles. C'est épouvantable. Et Cookit, vraiment son épingle du jeu là-dedans parce que tout le modèle d'affaires est pensé pour ne pas acheter d'ingrédients avant que le client commande exactement ce qu'il veut avoir. Et après ça, on envoie tout préportionné. Donc, il n'y a pas le gaspillage alimentaire non plus à la maison, là, qui est une grosse partie du gaspillage alimentaire chez les Canadiens. Ça, puis tu sais, ça c'est drôle parce qu'on l'a pas, ça nous aura pris quand même quelques années avant de l'assumer parce qu'on lance Cookit en 2014. Là, après ça, il y a comme, je les appelle tout le temps l'époque noire du kit à cuisiner, 2015-2016. Là, il y a la résistance au changement. Tu sais, là, on vient de disrupter un modèle d'affaires. Tu sais, l'alimentation, là, ça fonctionne de la même façon depuis des années. Et on arrive et on chamboule tout ça. Et là, les gens, là, les consommateurs, sont peut-être pas tout à fait encore prêts à ce changement-là. Là. Donc là, il y a beaucoup cette question-là de oui, mais ça utilise du plastique, puis ci, puis ça, puis qui sont vraiment des questions à 100 % légitimes. Mais d'un autre côté, c'est pas vrai, quand on va faire notre épicerie, les produits n'arrivent pas dans du plastique aussi. Là, c'est comme ça qu'on transporte la nourriture, malheureusement. Donc, c'est une cause qui est un petit peu plus grande que celle de Cookit. Mais reste quand même que, justement, cette période-là nous conscientise vraiment au monde dans lequel on évolue. On se rend compte à quel point c'est important. Puis c'est pour ça que, pour moi, à ce moment-là, c'est là que je comprends vraiment la notion des parties prenantes. Ou est-ce que tu as les médias sociaux maintenant, aujourd'hui aussi, que tu dois les écouter, savoir tenter le pouls, qu'est-ce que les gens disent. Puis c'est quand les gens ils parlent de quelque chose,
c'est ça qui n'ont pas assez d'éducation sur ce domaine-là, puis c'est sur ça, il faut que tu focuses, ou ils ont vraiment quelque chose à dire qui est ultra pertinent et que tu dois intégrer dans ta réflexion en tant qu'entrepreneur, en tant que président d'entreprise. Fait que ça, en question de développement durable, je pense que c'est un peu là qu'on se situe. Fait que nous, on a fait des embauches en développement durable, on a des investissements en développement durable, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine-là pour justement arriver à la quête du produit parfait, peut-être un jour, mais qui est comme cette aspiration-là qu'on a tous chez Cookit. La relance, pour nous, justement, je pense que toutes les entreprises qui étaient bien positionnées en commerce électronique, ça ne reviendra pas. Là, on n'a pas passé à 20 de commerce en ligne pour revenir à 6 Le changement, tous les analystes avec qui je discute, toutes les études que je lis, ce changement-là, il est pour de bon. Là. Les gens, quand tu découvres comment c'est le fun de commander une paire de jeans chez Zara au lieu d'aller dans une cabine toute pognée, puis qu'il n'y ait pas ta taille, puis qu'il fasse chaud, puis qu'il y ait du monde. Une fois que tu as découvert ce confort-là, tu n'as pas vraiment le goût de retourner à le modèle que tu avais avant. Là. Je pense que c'est la même chose beaucoup en alimentation. Puis, justement, on en parlait la dernière fois, là, mais moi, si on m'avait demandé il y a 1 an et demi dans ma boule magique, là, si les gens ont juste du temps pour aller à l'épicerie, puis c'est la seule activité qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils vont commander du Cookit à ce moment-là? Puis moi, j'aurais dit non parce que, justement, pour nous, à l'époque, on vendait comme du temps. Puis une des choses qui a vraiment évolué, c'est aussi cette notion de comprendre qu'est-ce qu'on vendait. T'sais. Nous, à l'époque, on vendait du temps, puis je sais qu'on vendait de la bouffe, là, mais dans notre tête, on vendait du temps. Là, maintenant, on a vraiment compris la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter avec la bouffe. Puis c'est pour ça qu'on est, que la mission de Cookit, maintenant, c'est vraiment rendu. Nous, on veut être la meilleure façon de manger. On veut s'assurer que sous tous ces aspects, le monde de l'alimentation, c'est un milieu qui est très culpabilisant en général. Trop de sel, pas assez de gras, pas assez de produits locaux, c'est trop cher, c'est pas de saison. C'est comme, tu as l'impression que tu es comme dans un jeu d'échecs, puis sur chaque case que tu piles, tu es en train de ne pas faire un bon choix. Nous, on a vraiment cette expertise-là avec des acheteurs, avec des chefs collaborateurs, avec des nutritionnistes, donc plein de gens qui vont vraiment venir aider à faire toute cette recherche et développement-là dans l'alimentation pour comme donner aux clients la meilleure façon de manger. Puis ça, c'est vraiment une quête là, qui a pris vraiment tout son essor durant cette année, quand on a compris que c'était ça qu'on était en train de faire. Fait que ça, c'est bien excitant. Moi, j'arrive, tu es sur mute. Oui, excusez-moi. Non, c'est drôle parce que pardon, ça m'arrive encore d'oublier d'enlever mon. Ben oui. Au milieu, après 12 mois. Et c'est drôle parce que tu as vraiment redéfini le produit. Tu dis que tu ne vends pas de la nourriture, tu vends du temps. C'est un peu ce qu'on disait dans l'introduction. Ça m'a vraiment frappé. Puis c'est le côté pratico-pratique. C'est un bout pas de la nourriture, mais de la préparation des mets qui est important. Puis 2, ton principe de culpabilisation, je ne l'avais jamais entendu. Mais c'est vrai que tu fasses n'importe quoi, sauf qu'il y en a trop, qu'il n'y en a pas assez, ou qu'il y a une composante que tu n'aimes pas. C'est quand même assez... C'est très fascinant de la façon que tu le dis, parce que c'est exactement ce à quoi les consommateurs se butent à tous les jours dans leur choix alimentaire ou la façon dont ils préparent leur alimentation. Donc, c'est très, 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 très inspirant. Yves, je reviens à toi, parce que c'est toi qui nous as mis sur le développement durable. Donc, tu as commencé à en parler parce que ça avait l'air à t'animer, comment tu t'assures de redistribuer à tes parties prenantes. Le partie prenante, utilise-le au sens large. Fait, comment Adfast s'inscrit là-dedans, dans cette démarche-là. Puis je reviens au concept aussi parce que les gens sur la ligne veulent avoir votre perspective. Puis Judith nous a donné sa perspective, mais la relance durable dans le temps, là, toi, tu la vois comment? Évidemment, tu es frappé avec la rareté de matériaux, là, puis là, tout d'un coup, il y a un boom immobilier épouvantable, puis ça doit t'affecter de façon positive. Puis si tu vois la relance là, dans le temps, dans 2, 3, 4 ans, dans ton secteur, tu vois ça comment? Au départ, l'innovation, Judith parlait de toutes les innovations qu'ils font une après l'autre. C'est extraordinaire. C'est une machine à innover. Et puis, c'est son monde là, qui sont dynamisés. Là, tu le vois, là, tu le sens. Et puis, c'est pour ça que je veux rester au cœur pour en discuter. C'est le côté créatif de l'humain. On parle d'automatisation, de robotisation.
Et puis, ça détruit des jobs, ça. Ben nous, on automatise, ça fait depuis les années 2000, début des années 2000, puis on est en création d'emplois. On fait d'acquisition de marché à l'étranger, en tout cas, particulièrement aux États-Unis. Puis, fait qu'on on crée des belles jobs payantes, puis on fait de la formation en interne. L'innovation, par sa nature, si elle est collaborative, inclusive, qu'elle amène toutes les qualités d'innovation et non pas ben, c'est un modèle durable. Puis quand je parle d'inclusif, on ne parle pas juste des minorités, puis d'être accueillant, puis s'assurer que le milieu manufacturier, il est conçu pour la femme, là, qui n'est pas sexiste, là, comme on connaît depuis 70 ans. Là. C'est fou que c'est. Fait que ça, c'est durable, des concepts durables. C'est des concepts qui vont nous emmener en avant. Dans notre concept d'innovation également, on innove en travaillant avec les universités. Regardez juste, on finance des équipes comme Polystar, Polytechnique. C'est des jeunes. Ils font des robots, ils s'en allent peut-être à la prochaine compétition internationale. C'est écœurant. En plus de ça, on les recrute stagiaires, puis après ça, on veut les garder. Fait que les jeunes sont déjà impliqués, les femmes sont en train de s'installer tout partout dans des secteurs il y avait moins de goût. Le manufacturier, c'est important qu'on attire autant les femmes que les hommes. Tu sais, ça fait 100 ans qu'on est les hommes. Là. On peut dire que ça peut améliorer pas mal mieux avec un équilibre. Hein. Moi, le partage de la richesse, je reviens avec ça, puis je suis fatiguant. Là. Le partage de la richesse, là, c'est carrément le profit, il s'en va. Ou tu fais quoi avec le profit? C'est sûr, il faut que tu sécurises l'entreprise. Il faut qu'elle ait des liquidités, il faut qu'elle soit profitable. Mais un coup que tu l'as fait, ton profit, tu fais quoi avec? Si l'argent est parké, puis elle ne sert à rien, ou si l'argent s'en va aux actionnaires, puis tu vides l'entreprise, tu ne peux pas être en mode de réinvestissement. Parce que quand tu réinvestis, puis quand tu fais des acquisitions, comme tu sais, tu as fait, puis son équipe, ben, à un moment donné, ça prend de l'argent. Il faut que tu aies un modèle rentable qui génère des liquidités. Tu essaies de ne pas être trop endetté parce qu'il y a une pandémie, on va dire que si tu es très endetté, on les a vus. Hein, Fait que si tu es capable de modeler ça dans une réalité financière disciplinée, ça, et puis que tu que tu partages, transférer, c'est vraiment pas le mot. Tu partages la richesse avec les employés par des primes. On est dans le pire des temps, 2 piastres de plus de l'heure. Regarde, ça, c'est quelque chose. On a fait la même affaire. On a payé une prime d'assurance COVID à tous les employés de 2 ou 2,5 de l'heure. C'est quoi? On va s'acheter une assurance en quoi compagnie? Non, non, non. C'est pour vous assurer de mettre les masques, les lunettes, prendre c'est dur de travailler sur une ligne de production quasiment en habit d'astronaute. Fait que tout ça a fait que, puis augmenter les salaires. Le monde dit, on a de la misère à trouver du monde. Ils ont raison. À 16$ de l'heure, tu vas avoir bien de la misère. Monte à 22, monte à 25, commence à monter, tu vas voir que, ça va cogner aux portes. Mais comment on fait pour être capable de payer tout le temps avec des taux plus élevés que la compétition? Ben, c'est justement, là, tu retournes au modèle financier, tu retournes à la créativité de tous les employés. Je vais finir avec ça. Chaque employé, aujourd'hui, les technologies, on parle de BI, d'information en temps réel. Tous les employés sont des décideurs. Tous les employés, ils ont un potentiel créatif. Puis si c'est péché d'enlever quelqu'un qui met une vis à tous les jours, à la même place, pendant 30 ans, si ça, c'est péché, puis c'est de la destruction, moi, je vais vous dire, ça, c'est des jobs, c'est de la destruction du cerveau. Parce que si tout le monde cite, là, prenez une vis, là, faites ça toute votre vie, là. Puis je vais vous dire qu'aujourd'hui, ça évolue, hein? Les tâches répétitives à valeur non rajoutée. Avant ça, c'était de mettre une vis dans un trou. Mais maintenant, là, c'est de prendre un Excel, un chiffrier, puis rentrer des chiffres de gauche à droite, t'es rapatrié de. Non, automatiser libère les gens. Puis les compagnies qui sont extrêmement efficaces sont capables, avec des bons produits, innovent, sont capables d'avoir des marges de profit plus élevées, des profits, en tout cas, tout devient mieux, tu es capable de partager la richesse. C'est un modèle qui est, tu es obligé de travailler avec tout le monde. Sinon, tout seul dans ton coin, il faut que tu partages comme on fait, là. Judith, moi, avec vous autres, il faut partager nos bons coups puis nos mauvais coups. Puis quand ça va mal, je finis tout le temps, hein, je vous le dis, je finis encore.
quand ça va mal, parle-en autant que quand ça va bien. Parce qu'une compagnie, là, tu payes 10 ans, ça va bien, tu vas rentrer, il y a un gros client, je ne sais pas. Hey, sois humble, puis va demander de l'aide. Mais si on travaille en gang, les Québécois, il y a des chances que quelque part, ça ne sera pas l'Allemagne, le Japon qui va dominer. On peut dominer, nous autres, ici, dans bien des secteurs. On est intelligents. OK, j'ai fini, M. Bourgeois, je suis désolé. M. Bourgeois, Jean-Yves, tu dis de m'appeler Jean-Yves. Puis c'est le fun parce que tu amènes le concept à d'autres places. Des fois, on parle de tout ce qui est durable. On va dans des principes très, très de base. Puis les deux, vous avez amené ça dans votre monde à vous, là. Dans votre monde à vous, votre monde à vous. Quand tu parles de robotisation versus pour le bénéfice des employés, créer des jobs qui sont un petit peu plus à valeur ajoutée. Tu sais, la redistribution de la richesse, c'est pas juste payer des gros salaires, c'est considérer les employés différemment. Puis quand tu parles de parties prenantes, ben on éclate le cercle des parties prenantes. Tu as parlé de tes employés comme des acteurs économiques. C'est pas tout le monde qui parle de leurs employés comme des acteurs économiques. On parle souvent des acteurs économiques comme des entreprises ou des grandes organisations. Là, tu as appelé tes employés des acteurs économiques. C'est le fun parce que tu le sens, on sait que tu y penses, tu le vis, puis tu le mets dans la bonne perspective. Fait que je trouve ça super intéressant. Moi, je repars avec des concepts ou des façons de parler ou de regarder les choses différentes. Merci pour ça. Mais tu n'as pas répondu à ma question de relance durable sur la longévité. Toi, tu vois ça comment? Là, vous êtes dans un cycle hyper porteur. Tu vois-tu ça? Tu vois-tu que c'est quelque chose très important. Concrètement, c'est parce que c'est dur de tomber dans les détails, là, parce qu'on peut endormir du monde. Mais je vais vous donner un exemple. On a un projet qui dure depuis 3 ans, qu'on finance. On finance avec McGill, bio, renouvelable. Mais on ne veut pas compétitionner avec la chaîne d'aliments, parce que nous, on est capable d'avoir des matières premières basées carrément sur des matières bio-renouvelables. Tu peux faire pousser au Québec et tout ça. Mais on essaie on est rendu à la 3e année, on a des brevets qui vont. Fait qu'on travaille avec des. Puis là, on a des étudiants qui sont rendus des employés, des docteurs en chimie qui sont rendus chez nous. Fait qu'on travaille sur des matières autres que basées sur le pétrole. Fait que ça, il y a les Allemands, les Allemands sont très avancés. Québécois, l'industrie pétrochimique, pas pétrochimique, mais dans notre domaine des polymères et tout ça, il n'y a pas d'industrie. Fait qu'on essaie de le bâtir, cette industrie-là. Premièrement, comment tu fais ça? Bien, implique les universités, implique les collèges, parce que tu ne travailles pas juste la génération d'aujourd'hui, tu prépares l'autre génération. Les Allemands, moi, j'ai passé du temps avec Cousin, moi, puis avec des Bayer et des Walker, des villes de 20 000 employés. Le syndicat est à la table, la famille qui appartient à la compagnie est à la table, les employés se sont organisés, sont représentés, tout le monde est là. Le gouvernement est là, ils font équipe, ils vont chercher des parts de marché. Ben, nous autres, il faut travailler de la même manière. Ben, pas de la même manière. On va innover à notre manière, mais les fondations de ces grosses corporations-là qui ont défié le temps, nous, il faut émuler, il faut copier un peu. Il faut copier un peu de ce qu'ils font, puis on rajoutera nos couleurs à nous autres. Génial, super intéressant. J'aime ça entendre parce qu'on a souvent, tu parles d'industrie pétrochimique, puis on a souvent démonisé l'industrie pétrochimique, mais la façon que tu l'as décrit, ça peut être une industrie qui se réinvente puis qui a un caractère durable à ça que nous, on ne touche pas encore, qu'on ne voit pas. Super, un autre beau concept. C'est riche aujourd'hui comme échange. Là, on manquait de temps. Là, j'aimerais ça vous poser une dernière question, puis après ça, on passera peut-être aux questions de l'audience s'il y en a. Là. Mais dans vos entreprises respectives, on a passé au travers de la pandémie, on est en bonne relance. Là, puis Judith, tu disais que tu ne pensais pas que la demande était pour revenir en arrière, commerce électronique. Je suis d'accord avec toi, je partage cette vision-là. Là, si tu regardes en avant, là, puis là, les gens, je suis certain qu'ils sont curieux de dire, OK, Cookit, là, ça a une bonne croissance, c'est bien établi. La prochaine vague de croissance, est-ce que c'est un nouveau produit? Là, on essaie de voir comment Judith pense dans sa tête. C'est un nouveau produit, c'est une nouvelle région dans une nouvelle géographie, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Tu sais, ta prochaine vague, là, si tu ne veux pas en parler, des fois, c'est des choses qu'on ne veut pas nécessairement partager. Mais tu sais, comment tu vois ta prochaine phase de croissance là, au-delà de ce que vous faites présentement? C'est drôle parce que moi, j'aime ça en parler de ces affaires-là parce que les bonnes idées, il n'en manque pas. Hein. C'est vraiment l'exécution qui manque. Fait que je pourrais tout vous écrire mon plan stratégique en détail, puis même à ça, vous êtes bien trop occupés dans vos jobs respectifs pour venir copier-coller ce que je vais faire. Fait que moi, j'aime ça en parler. Puis Jean-Yves, c'est quand même fascinant parce que moi, j'ai passé 4 mois en planification stratégique pour venir répondre à ces questions-là que tu viens un peu de résumer en l'espace de 1 minute. Fait que
Tu as la pensée stratégique bien placée. Le futur de Cookit, pour nous, c'est de continuer à réfléchir comment on simplifie la vie de nos clients et comment on devient essentiel encore plus de gens. Je pense que c'est ça qui fait vraiment vibrer mon équipe. On est rendu à peu près 40 000 membres qu'on sert. Donc, comment mieux les servir, comment continuer à investir. Nous, justement, on a mis toutes nos billes dans le panier de l'expérience client, puis on s'est dit, nous, on va gagner en focusant sur une affaire. On n'a pas les moyens de nos compétiteurs, mais on va gagner comme ça. Puis ça a vraiment été payant. Fait que de continuer à faire des innovations pour améliorer le produit, pour avoir une meilleure expérience client, pour être above and beyond à chaque mois, chaque année. Mais après, c'est de l'expansion géographique aussi. Le Cookit, ça a été c'est 92% du chiffre d'affaires qui est au Québec. On s'est dit, on va bâtir une petite forteresse ici, on va vraiment solidifier notre présence sur le marché. Puis après, une fois qu'on aura compris comment ça marche, pénétrer un nouveau marché, on passera au prochain marché. Donc là, on est en train de commencer à bâtir notre équipe en Ontario. Fait que ça, c'est vraiment super excitant. Une équipe de marketing de proximité, une équipe d'acheteurs sur le marché. Fait que ça, c'est bien excitant. Donc oui, différents marchés, d'autres produits qui s'en viennent, puis encore bien de la croissance. Nous autres, ce qu'on veut, là, je le dis souvent comme plus à la blague, là, mais c'est vraiment bâtir un empire, bâtir un fleuron canadien avec notre mission proche du cœur qui est de trouver la meilleure façon de manger pour les Québécois et les Canadiens. C'est super intéressant parce que là, tu viens de confirmer que malgré le potentiel d'autres régions, la quête du produit parfait, puis là, je trouve ça super le fun, parce que clairement, là, dans ta tête, tu ne seras jamais satisfaite. Même, j'imagine, à un moment donné, tu vas en avoir un, puis il ne sera jamais assez parfait, fait que c'est bon. C'est l'innovation, c'est tes qualités de leader, puis d'entrepreneur, puis de ton côté créateur qui revient tout le temps. Je trouve ça le fun parce que c'est le fun d'avoir un élément d'ancrage dans une stratégie. Clairement, c'est ça, mais avec une ambition là, qui est en dehors des géographies que tu as présentement. Je trouve ça le fun. Écoute, on a souvent dit que l'alimentation, c'était, puis là, je reviens dans les 10 années, puis je vais arriver avec toi, Yves aussi, c'était un secteur qui avait fini d'évoluer. Là, quand je t'écoute, Judith, là, c'est un secteur qui, dans ta tête, ou pas dans ta tête, de la façon que tu le décris, qui est à ses premiers balbutiements de son évolution. Là, il y a encore plein de choses à faire. C'est pas le fun. Il y a tellement de têtes qui réfléchissent justement au futur de l'alimentation que moi, j'ai vraiment hâte de voir. J'aimerais ça avoir une boule de cristal, puis non, parce que ça me gaspillerait toutes mes surprises. Là. Mais j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans. Ça risque d'être assez différent de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Fait que ça, c'est excitant quand même, le changement. Tout à fait. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais quand on vous écoute, le changement, c'est passionnant. Ouais. Yves, c'est à ton tour maintenant dans ton industrie, parce que clairement, vous avez évolué beaucoup, là, puis tu me parlais de tes projets avec les universités pour peut-être changer un peu la nature des produits ou continuer d'innover, mais tu sais, dans ta tête à toi, si tu regardes en avant, là, ça va être quoi ta prochaine phase de croissance, ton prochain projet pour amener à te face au prochain niveau? Il est déjà enclenché. Je parlais justement avant qu'on débute la conférence. Je parlais de notre coprésidente et notre coprésident, Cindy Dandurand puis Nicolas Choquette. Ils sont déjà, si on sépare les deux, nous contracteurs, construction, puis le manufacturier, les usines, contracteurs, ils ont déjà mis en place un B2B, pas un B2C, mais un B2B, parce qu'on fait avec des firmes contracteurs. Ils ont monté une flotte de camions. Déjà, ils achètent des camions un après l'autre, des petites wagonnettes, là, comme vous voyez Amazon. On fait la livraison même 24 heures à tous les contracteurs. Ils placent leur commande. On n'était pas existant dans ce commerce en ligne. Ils ont 700, 800, peut-être 900 clients déjà, pas loin de 1000 clients déjà enregistrés qui achètent. En l'espace de 3 mois, là, janvier, là, que la plateforme fait. Juste pour donner une idée, l'expansion possible, il y a 1 million plus ou moins de contracteurs en Amérique. Ils n'achètent pas tous des cols, des scellants, des calfeutrants, des mousses isolantes que nous, on fabrique et on vend. Mais il y en a beaucoup. Puis, en moyenne, c'est
1 à 5 employés par... Il y en a des firmes avec centaines d'employés, mais la moyenne, c'est de 1 à 5 employés. Ils sont mal servis. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est avec toutes nos localisations, on ouvre des nouveaux bureaux, entrepôts, des petites, pas tous des gros centres, des petits centres, et on veut bien servir tout le marché nord-américain. Il y a de la place, hein? Le marché nord-américain avec B2B, la flotte de camions, puis la flotte de camions, c'est une femme ou un homme, pas juste à livrer. Tu as des questions, on répond, ils sont connectés avec... Au niveau des usines, puis les fabricants, on vend encore les cols, les enduits de protection, tout. Les usines, là, on a un laboratoire de robotisation. On a un robot, là, on le programme, puis il applique la colle ou il assemble des morceaux pour nos clients. On les aide à robotiser. Nous, on veut vendre la colle, c'est ça notre objectif. Mais on aide les clients manufacturiers à faire la transformation 4.0. Et ça, là, à moindre coût, là, si tu vas en Allemagne ou tu vas en Chine acheter un robot puis le faire programmer, tout ça, ça va te prendre une éternité, ça va coûter une fortune. On veut démystifier la robotique dans le but de quoi, évidemment? L'assemblage qui est fait et qui prend une colle, on veut qu'ils prennent le produit date face. On a les meilleurs produits de toute façon. Mais on va plus loin que juste fournir un produit. Donc, démocratiser la robotisation. Oui, totalement. Totalement. Et démocratiser et arrêter d'amener un projet de robot à 500 000, 400 000 $. Non, on est capable d'avoir un robot aujourd'hui à 75 000 $, le programmer pour une quinzaine de mille $, puis il est prêt à partir. On a l'équipe à l'interne, on le fait nous-mêmes. Sinon, c'est un gros projet. Puis en plus de ça, c'est tellement un gros projet que les manufacturiers n'ont pas de ressources ici, pratiquement au Québec. Fait que quand il est arrêté, le robot, tout le monde est arrêté. Puis souvent, le robot, là, c'est une des étapes, ça allait. Arrête pas le robot, tu viens de... Fait que nous, on veut non seulement démocratiser, c'est beau démocratiser, démystifier, mettre les ressources, on ne pourra pas faire ça à travers le Canada, l'instant, on y va tranquillement, mais nos clients, on va leur donner le support pour la robotique. C'est sûr qu'il y a une belle ligne qui n'arrête pas puis qui va de plus en plus vite. C'est plus de colle, c'est plus de scellant. On a des motifs d'affaires. Oui. Par contre, le besoin au Québec, dans les usines, pour rivaliser, tu peux rivaliser, tu coupes tes prix, tu as un bon produit, tu ne fais pas bien d'argent, puis à un moment donné, c'est dangereux. Mais rivaliser, comme les plus grands de ce monde, et faire un bon profit et des bonnes liquidités, ben, il faut que tu t'automatises, tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu peux commencer au début, mais quand tu commences à achaler les gros géants, là, tu as besoin d'avoir une bonne capacité de rivaliser au même prix, mais en faisant de l'argent. Ça, c'est l'automatisation. Évidemment, améliorer les produits au maximum que tu peux faire. Mais moi, j'adore ça, Yves, t'entendre sur ça parce que, tu sais, plus tu grandis en affaires, puis moi, j'étais un peu à cette période-là où que justement, tu sais, tu as fait des affaires au début comme ça tenait quasiment avec la broche, mettons. Là. Oui. Puis là, tu as comme le goût de faire les choses un peu mieux. Fait que tu rentres dans des gros projets où justement, c'est des investissements de 500 000, 1 million. Puis tu sais, c'est comme. Puis là, tu as comme un peu l'impression. En tout cas, moi, tu m'as vraiment fait réaliser, là, puis je te l'avais dit vendredi quand on a eu une petite rencontre préliminaire, puis tu me l'as rappelé encore aujourd'hui. Mais tu n'es pas obligé de commencer gros, là, dans le sens que. Genre, commençons petit, puis laisse faire les plans à 1 million, puis tout. Puis ça, pour moi, c'est comme un bon... c'est un bon rappel qui va m'aider dans le futur de Cookit. Fait que merci beaucoup pour ça. Ah, t'es bien gentil, Judith, mais j'en ai appris sur toi, puis ton organisation, c'est extraordinaire. J'aimerais savoir aujourd'hui et savoir qu'est-ce que tu sais à ton âge. C'est extraordinaire. Mais ça m'amène à une affaire, par contre, tout ça, Judith, c'est qu'il faut faire de la place aux jeunes. Il faut faire de la place aux jeunes. Toi, tu es dans les jeunes. Moi, je suis des vieux maintenant. Il faut faire de la place aux jeunes. Puis, sais-tu quoi? Il y a une affaire qui est dure à prendre. Nous, dans l'école, on a une date d'expiration. Les produits, après 6 mois, 1 an. OK, je pensais que tu parlais de toi. Oui, tu as bien saisi. J'ai une date d'expiration.
J'ai une date d'expiration. C'est pour ça que je suis en train de préparer une relève. C'est très dur. Le message que je me passe, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu laisses la place aux autres, le renouvellement. Judith, tu fais partie de ta gang, tu es l'avenir, c'est go, go, go. Ça rend une gang de vieux au-dessus à t'étouffer. Par contre, on est riche d'expériences qu'on peut transférer. C'est ça qui est le fun. Mais il faut savoir quand Steve Jobs, il l'a dit, la plus belle invention, puis il était un petit peu, mais il est mort, ça, c'était peut-être la plus belle invention de la vie, c'est la mort. J'ai trouvé ça un peu rough, surtout que le gars est mort. Mais j'ai compris un peu ce qu'il voulait dire. Il faut laisser la place à des gens comme toi, Judith. Puis moi, j'ai Cindy d'Endurant, puis j'ai Nicolas Choquette. S'il serait là aujourd'hui, vous seriez impressionnés. Mais encore là, c'est le vieux qui parle. Merci. Écoutez, là, je vous avais vu, mes collègues se sont rejoints à moi, Éric Prudhomme, notre maître de cérémonie, et Sylvie, donc parce qu'on doit arriver au temps des questions, même à la fin. Judith et Yves, là, merci pour votre temps, merci pour vos échanges. Moi, j'en ressors avec tellement de richesse. Là. Des fois, on entend les choses de la façon que vous le dites, puis ça nous inspire que si on l'avait entendu dans un contexte différent. Enfin, votre passion pour ce que vous faites, votre détermination, c'est contagieux, puis c'est le fun d'entendre ça. Fait que merci d'avoir pris le temps de partager ce que vous avez appris pendant la pandémie, comment vous voyez le futur, puis surtout les petits extraits les petits soundbites que vous avez donnés, là, qui vont, des mots, des expressions qui vont rester avec nous autres pendant pas mal de temps. Je pense qu'il y en a qui vont être répétés dans le futur, dans d'autres contextes, c'est certain. Merci à vous autres, Éric. Mon cher, je te repasse la parole. Puis je suis désolé d'avoir pris plus de temps que. Oui, ne sois pas désolé, tellement intéressant. Merci Jean-Yves, Judith, Yves, c'était exceptionnel. Sylvie, je te passerai rapidement la parole. Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on a même des questions après ces échanges-là tellement enrichissants? Bien, on avait eu une question, mais je pense qu'elle a été répondue. Elle a été répondue, hein? Oui, ben, je ne sais pas si Yves, par contre, parce que la question, c'était quelles sont les mesures de nos deux chefs d'entreprise invités ont implanté dans leur entreprise pour attirer et retenir les talents. Cette question, c'était Nicolas Lévesque qui l'a posée. Je sais que Judith nous a fait référence tantôt. Et je pense que aussi Yves va... J'aurais peut-être une petite à compléter pour cette réponse-là. Nous, ce qu'on a fait, justement, on a travaillé beaucoup sur les conditions de travail, mais aussi sur la culture d'entreprise. Nous, dans Ville-Saint-Laurent, ce qu'on vit, on vit tous la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, on a une communauté, on emploie beaucoup des gens de la communauté indienne et on bâtit vraiment la culture d'entreprise alignée avec cette culture-là. Fait que ça apporte des clashs des fois, là, mais quand même, mettons que ce soit les playlists, comment on va fêter. Moi, je ne pensais jamais que je fêterais Diwali dans ma vie. Puis au mois de novembre, on l'a célébré pendant un mois. Donc, beaucoup de s'adapter aussi dans ce contexte-là avec la main-d'œuvre qu'on a de disponible. Aussi, une autre chose qu'on a faite, nous, c'est justement... Nous, on a 2 bureaux, donc on a notre usine de production qui est située à Ville-Saint-Laurent, mais pour tout ce qui est gens de marketing, gens qui travaillent en développement technologique, service à la clientèle, pour ça, on a gardé nos bureaux au centre-ville pour justement leur ajouter, d'avoir 2 hub, ça fait en sorte que tu peux diversifier ta main-d'œuvre. Puis il y a des gens qui trippent à aller travailler dans la Ville-Saint-Laurent, puis il y en a d'autres qui ne s'en attendent pas pantoute. Fait que de pouvoir s'adapter comme ça, pour nous aussi, ça nous a permis justement de rester attractif au niveau de la main-d'œuvre. Mais bon, c'est un combat de tous les instants. C'est vraiment. Puis le dernier volet aussi que je voulais dire, c'est justement le début de l'automatisation chez Cookit à des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, que ce soit un humain ou une machine qui font. Donc, dans un contexte justement de pénurie de main-d'œuvre, c'est le plus de tâches que tu peux donner à une machine à faire. Let's go. Donc, nous, on a commencé cette aventure-là, peut-être au mois de novembre l'année passée, puis on achète comme une machine quasiment par mois, ce temps-ci, pour venir nous aider à régler un peu ce problème-là. Est-ce que Yves veut rajouter de quoi? Parce que je sais que tantôt, il a quand même bien répondu comment il gardait ses employés. Mais est-ce que vous avez un petit commentaire, Yves? Ou...
Ben, pour la main-d'œuvre, parce qu'il y en a une rareté de la main-d'œuvre, c'est sûr que si tu es capable d'avoir une cote d'amour parmi l'industrie, la cote d'amour, en tout cas, nous, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est vraiment en donnant. Quand on a été pas demandé, mais quand on s'est enregistré pour devenir une vitrine 4.0, c'était extraordinairement difficile. C'était difficile. On l'a fait. Après ça, on a commencé à savoir des centaines et des centaines d'organisations. Ça, déjà là, dans ça là, il y a des gens qui étaient intéressés, ça cognait aux portes. On n'avait pas besoin de publiciser les postes. On avait déjà des gens en attente. L'autre façon d'avoir, c'est d'avoir une culture, comme Judith disait, d'accueillir les gens qui viennent de d'autres nations. Tu ne peux pas avoir de la discrimination. Tu ne peux pas tirer les femmes dans le secteur manufacturier avec des posters. On voyait ça il y a 20 ans. Tu sais, des posters, c'est murs. Là. À un moment donné, il faut que tu nettoies ta compagnie, puis il faut que tu ailles direct à la discrimination. Les religions, on a des gens. Là, on va être obligé de bâtir. Il y a des gens qui vont méditer. Il y a des gens qui. Mais pas de label, mais pas d'étiquette. Respecte. Aime. Essaye de devenir plus intelligent par rapport aux différentes cultures. Fait que c'est ça, il y a comme il y a une dynamique, mais c'est zéro discrimination, puis il faut attaquer ça. Il faut pas zéro tolérance. Là-dessus, il y a zéro tolérance. Mais si on fait ça, on va chercher les meilleurs étudiants des universités, on va chercher tous les immigrants. Les immigrants, c'est extraordinaire qu'est-ce qui passe à travers pour avoir l'opportunité de travailler au Canada puis de travailler au Québec. C'est épouvantable. Il faut les aider. Il faut les aider à travers tout ça. Mais je répète ce que Judith te disait tantôt. Fait que, là, j'ai deux autres questions. Je ne sais pas si il y en a une que c'est avec votre expérience aujourd'hui, post-pandémie, que feriez-vous différemment en rétrospective? Est-ce que, mais M. Dandurand, 30 secondes. C'est pas capable en 30 secondes. C'est ça. Judith, votre ton, là. Réponse, s'il vous plaît. 30 secondes pour moi. Mais moi, je dis tout le temps que rien. Tu sais, je suis où je suis aujourd'hui grâce même aux affaires que j'ai faites, qui étaient un peu tweet, qui n'avaient pas de bon sens. Fait que non, rien de différent. J'aime ça. Moi, j'aime ça. C'est ça. C'est bien répondu pour moi aussi. Merci, Judith. C'est ça. La dernière. Tu apprends sur le tas, là. C'est un bon québécois. Tu n'as pas le choix. Puis c'est tout le monde chez Atlas. Kelvin veut parler après. La dernière, c'est merci à tous pour vos éclairages. Yves, Judith, quelles sont les actions concrètes que vous envisagez de mettre en œuvre pour mettre la transition numérique au service de la transition énergétique? Encore là, est-ce qu'on a le temps de répondre à ça? Ben, moi, je peux répondre vite. Oui. On est rendu à ça. Là, on a 7 buildings à Ville-Saint-Laurent. Ça n'a aucun sens. Il faut centraliser. Il faut avoir justement une connectivité sur toutes tes énergies que tu dépenses. On a des fournaises, on a des systèmes qui refroidissent. Il ne faut pas que la fournaise se bat avec le système qui refroidit. Hein? Fait que oui, il faut investir maintenant. Il ne faut pas juste numériser la ligne de production. Tout le côté énergétique. Et aussi, combien de déchets s'en va dans les compresseurs pour aller se faire enfouir? Il faut tes mesures, il faut que tu prennes le poids. Il y a un ISO, justement, pour environnemental. Il faut commencer à vraiment, même si on est petite PME ou moyenne entreprise, il faut commencer à faire comme les grands. Il faut tout mesurer nos déchets et notre consommation d'électricité. Essayer d'optimiser, pas juste optimiser le processus de production. Énergétique également. Est-ce que Judith voulait ajouter de quoi? Non? Alors, Éric, bien, écoute, ça termine la période de questions. Écoute, Sylvie, merci. Écoutez, je l'ai mentionné tantôt, c'est un grand merci à Jean-Yves, à nos panélistes. C'était tellement riche. Puis moi, tu sais, tantôt en introduction, je parlais de peut-être que la crise historique qu'on a vécue était l'occasion d'imaginer un monde différent et meilleur. Puis moi, c'est ça que j'ai entendu aujourd'hui. On était vraiment dans l'humain. Yves et Judith nous ont partagé des choses qui étaient directement, quand on parle de développement durable, partage de la richesse, on a parlé de l'inclusivité, de la diversité culturelle, on a parlé de l'inclusivité, l'importance des femmes sur le marché du travail. On a parlé du partage de la recherche et l'importance des maillages entre entreprises, mais avec aussi des partenaires comme les universités, sur le savoir faire confiance à nos employés, puis leur demander d'être créatifs, leur faire confiance, permettre de prendre la place, les jeunes.
Mais moi, quand j'entends ça, j'espère que je ne suis pas naïf de penser ça, mais je pense qu'on a l'occasion, surtout au Québec, avec notre posture mentale, comment on est, d'arriver finalement de sortir une relance de crise avec un monde qui est meilleur, plus inclusif, avec un partage de richesse, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, là, on ne vit pas dans des silos. On est tous interreliés les uns aux autres. Ça, il faut le comprendre. Fait que le purpose que Yves parlait, là, le sens, c'est-tu juste de faire des profits? Je ne suis pas sûr, moi, que c'est encore pertinent de juste penser comme ça, puis on a l'occasion de passer à une autre étape. Je ne veux pas prendre plus de temps. Je veux remercier les gens qui étaient là et surtout faire la passe à Kelvin, notre cher président, pour le mot de la fin. Merci à tous. Merci, Éric. La Chambre est très d'accord avec ce que Éric vient de dire, là. Effectivement, ce que tu viens d'exprimer. Merci, M. Bourgeois, pour votre présence et votre allocution. Comme vous êtes une personne qui connaît bien les entreprises, vous êtes en mesure de vraiment faire des échanges entre Judith et Yves. C'est fortement intéressant. J'avais préparé quelques questions. J'ai plus de questions parce que c'est tellement clair. C'est tellement clair la façon que vous avez posé. Vous connaissez bien les entreprises. Remercie également à notre panel, Mme Judith Pfizer, dynamique, jeune, business plan, just in time, pas gaspillage, bonne nourriture. Wow, c'est notre futur d'entendre ça. Là. Tu sais, on a un jeune talentueux, puis avec un sage qui parlait, M. Landurand, qui parlait de l'interaction avec les universités. Honnêtement, le Québec a besoin de vous parce que personnellement, je crois que nous, au Québec, nous avons des belles universités bilingues. On a des chercheurs talentueux. Ça prend des gens comme vous, l'ouverture, travail avec les milieux universitaires pour avancer de recherche et développement. Prends l'exemple de Singapour. Tu sais, une ville, c'est en même temps un État. Eux autres, ils n'ont pas de l'eau potable. Ils n'ont pas de nourriture, je dis. Tu sais, ils n'ont pas de nourriture. Ils ont développé agriculture verticale. Ils ont développé justement avec des gens de l'universitaire. Puis, ils ont tiré des talents chez eux à Singapour. Tu sais, je pense à nous au Québec. On a le terrain, on a l'espace, on a pour vraiment faire avancer. Ça fait que je suis remercié pour vous deux, pour votre témoignage. C'est vraiment comme membre, comme participant, on a vraiment apprécié votre témoignage. Là. Je profite aussi de ce moment pour vous informer que la Chambre la Chambre de commerce a lancé aussi son concours Gala Alpha 2021. Les entreprises ont jusqu'à 11 juin prochain pour déposer la candidature. Les gagnants seront dévoilés lors de notre Gala Alpha 28 octobre prochain en présentiel. Si la situation ne permet pas, c'est sûr que c'est virtuel. Ça fait que finalement, la Chambre aussi, avec la ville de Mont-Royal, lancé son deuxième campagne de sociofinancement. À la ville de Mont-Royal, on achète local. La campagne commence demain, 1er juin jusqu'à 30 juin. Profitez-en, achetez des certificats. Certificat, ça fait que le certificat cadeau, une valeur de 30 $ en payant juste 20 $. Ça fait que vous aidez les commerces de proximité, bon, venir, qui sont sévèrement touchés par la pandémie. Là. Pour terminer, je remercie notre maître de cérémonie, cher Éric, des Jardins Entreprises l'Ouest de Montréal, fidèle partenaire de la Chambre, toujours agréable de travailler avec toi, avec ton équipe. Monsieur Bourgeois aussi, on vient de connaître un monsieur talentueux qui connaît dans ce domaine-là, servir des entreprises. Merci beaucoup. Ceci termine notre conférence. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Merci. Merci à tous. Merci aux participants. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.